Bon, comme je m'en doutais un petit peu, malheureusement, on a pas mal de loupés dans ce mois de juin. Mais ne perdons pas de temps et plongeons tout de suite dans la piscine des films oubliés de ce mois-ci. Le monde du documentaire vit malheureusement aujourd'hui dans une petite routine, dont il faut un petit peu le sortir pour arriver à dénicher des petites perles, et c'est ainsi que certains auteurs essayent de faire cela, quitte à paraître un petit peu bancal dans leur démarche. Les deux réalisateurs anglais, Francis et Pug, ont souhaité évoquer au cœur de ce métrage une réflexion autour de la vie d'un groupe de marginaux qui tentent de résister à la violence du monde par le biais de la prière. Les deux auteurs créant une forme cinématographique à l'image de cette manière de voir le monde. Pour un film qui laisse assez perplexe quant à sa position, un peu de métrage carte postale par instant, donnant lieu à trop de petites scénettes pas très utiles, alors que dans les premières minutes, les deux réalisateurs parvenaient à développer un tout particulièrement prenant et surtout extrêmement zen autour des rites et des pratiques de cette communauté. On aurait aimé que tout le film soit cette image, mais au moins l'idée tient à peu près la route, même si le tout sonne comme un peu maladroit. La littérature est un bon moyen de toucher les masses, ou en tout cas de capter l'attention d'un grand public, parce qu'au sein des livres, il y a un puits sans fond de connaissances. Mike Newell a donc choisi de nous raconter l'histoire assez folle d'un groupe de littéraires qui a su résister durant la guerre grâce aux livres, et grâce surtout à une forme d'optimisme qui se ressent au cœur d'une œuvre qui ne manquera pas de laisser quelques personnes dubitatives, mais bon, l'idée est tout de même là. Et cette idée, Newell est celle de l'emmener le plus loin possible pour un moment de cinéma qui sonnera pour beaucoup comme un peu trop cucu, mais honnêtement, cela reste tout à fait louable malgré les grossièretés qui englobent ce tout pour autant très touchant. Mais comme souvent chez Newell, heureusement que tous les personnages sont à la hauteur d'un point de vue émotionnel pour rattraper toutes ces petites erreurs. Le vaudeville est une forme de comique assez bâtarde que beaucoup d'auteurs veulent pourtant absolument porter sur grand écran, quitte à en faire des œuvres au burlesque assez bizarre. C'est ainsi que Diane et Spielmaker ont décidé d'adapter la pièce de ce dernier pour en faire une œuvre comique qui sonne comme un immense coup de marteau sur la tête du spectateur, le long métrage développant une espèce de forme et de structure qui laisse totalement perplexe, pour ne pas dire carrément désabusé. Si l'idée et la fin peuvent réussir à donner envie de voir ce qui pourrait se passer, le tout au milieu sonne simplement comme un immense trou dramatique qui ne touche en aucun cas le spectateur et le laisse plus perplexe que captivé par une œuvre qui tourne en rond et qui ne cherche jamais à avancer. Et c'est vraiment pas Chantal là-dessous qui va nous faire dire le contraire, parce que je reste sur le fait que cette actrice est un cancer pour le cinéma comique actuel. S'inspirer d'une grande figure de l'art pour raconter une petite histoire anecdotique, c'est une énorme prise de risque lorsqu'on débute derrière la caméra. Stanley Tucci a pourtant décidé de se concentrer sur une rencontre assez atypique, celle de Giacometti et du journaliste et écrivain James Lord. Une relation unique qui donnera lieu à une histoire tout aussi fascinante que captivante, qui nous permet de découvrir un grand homme sous un nouvel angle. Sans pour autant être un brio de mise en scène ou de composition dramatique, il faut bien avouer que le métrage que nous propose Tucci est extrêmement juste, sincère, émouvant même par moments, mais surtout humain. Et c'est peut-être cela qui fait la plus grande force de cette œuvre, touchante avec un caractère tout aussi riche que les deux personnages centraux. Et c'est cela qui forge les grandes histoires du cinéma. Cette idée qu'une petite anecdote peut prendre la forme d'une œuvre grandiose ou simplement touchante si elle est entre les bonnes mains. Les histoires de « vieux » entre guillemets ont beaucoup de mal à toucher le grand public en fait. Et c'est pour ça que finalement, lorsqu'on les voit se mettre en place, on se dit que c'est assez vain de les raconter finalement. Mais pour autant, Fogelman a donc décidé de nous raconter une histoire aussi émouvante que simple, celle de 4 petites vieilles dames campées par des grandes femmes du cinéma, pour un moment de 7e art qui s'avère assez simplé, qui ne trouvera jamais un public clair, mais qui reste tout de même touchant. Sans réussir forcément à briller par une mise en scène folle ou par un instant de brio qui rappelle que parfois, malgré un sujet simple, on peut réussir à transcender tout cela, l'auteur américain s'en sort pas trop mal et offre ainsi une œuvre pleine de sincérité et par moments de finesse. C'est parfois la seule chose qu'il faut pour réussir à faire d'une œuvre un moment touchant et sincère pour le grand public. La guerre a ravagé les consciences, mais ça n'empêche pas aujourd'hui les cinéastes de s'en servir pour raconter des histoires touchantes et remplies de souvenirs. Endeuillé, cette œuvre sort dans les salles de cinéma dans une indifférence générale, et en un sens, on peut le comprendre.
car s'ils ont toujours eu du mal à s'imposer auprès du grand public, les frères Taviani auront continué jusqu'au bout à tenter de proposer aux spectateurs des aventures atypiques et sincères. Mais celle-là était peut-être celle de trop, celle qui emporta l'un des deux frères, mais qui bien au-delà de cela démontre que le cinéma des deux auteurs italiens est beaucoup trop difficile d'accès, à la fois beaucoup trop complexe, mais également assez niais et futile en un sens, ce qui limite un peu l'accès à leurs œuvres, pourtant assez riches, mais cela aurait pu être le cas ici. Malheureusement non, et si on peut trouver quelques idées par-ci par-là de mise en scène ou d'écriture qui nous rappellent qu'il y a un talent monstrueux derrière, on reste simplement devant le fait accompli que cette œuvre est beaucoup trop maladroite et n'arrive pas à nous toucher. Comme le disait si bien François, l'ASF se limite parfois simplement à une proposition et pas forcément à une forme ou un concept comme on a souvent tendance à la limiter. Et Matteo Gil prouve cela d'une bien belle manière au travers de son 3e long métrage, en livrant dans le même temps un film extrêmement sincère qui reste un moment maladroit par instant, peut-être un peu trop long dans d'autres, mais qui au moins nous propose de rentrer totalement dans une aventure de cinéma avec du caractère. L'auteur espagnol nous propose de rentrer à bras-le-corps, au cœur d'un récit d'une justesse folle, parvenant à la fois à être une analyse profonde du temps et de son impact sur l'homme, tout en étant par là même une romance intemporelle, rappelant par beaucoup le travail de Van der Mael sur Mr. Nobody. Sans forcément le faire avec brio, Gil nous rappelle simplement que le temps est important lorsqu'on décide de le rendre important. Adapter son propre roman à l'écran, c'est hyper compliqué parce que ça demande un recul de dingue pour arriver à prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur une toile. Léa Frédeval a tout de même souhaité sauter le pas, et elle le fait en adaptant son roman à succès autour d'une révolte de la part de la jeunesse, surtout autour d'une jeune femme qui n'en peut plus d'être traitée comme une esclave, alors qu'elle est simplement à la recherche d'un idéal qu'on lui met sous le nez depuis toute petite. L'idée est intéressante. Geste l'est beaucoup moins, la réalisatrice française n'ayant pas beaucoup de recul sur son travail personnel, offrant alors au spectateur un récit beaucoup trop vague, pas assez clair par là même, notamment dans la construction des personnages, pour un tout bancal et assez inutile au final. Sans forcément sortir de la salle en se disant que c'est mauvais, on se dit qu'il aurait fallu peut-être un tout petit peu plus de réflexion pour réussir à transformer une œuvre simplette en un moment de cinéma profond. Lorsque l'on veut parler de la famille, c'est à la fois une valeur sûre, mais qui demande un peu de recul pour faire en sorte que ça devienne une petite prise de risque et non simplement quelque chose de sûr et de certain. Laura Bispoli, pour son 2e long métrage, a donc souhaité nous parler d'une jeune fille et de ses mamans, sa mère biologique et sa mère d'éducation, celle qui l'a rejetée et celle qui l'a acceptée, celle qui a choisi d'en faire un objet et celle qui l'a vue comme un être parfait qui avait simplement besoin d'être prise en charge. Cette idée est très bien. Mais la cinéaste italienne ne parvient pas à totalement la prendre en main, et cela donne lieu à une histoire assez bancale, qui manque de finesse et surtout, qui ne parvient pas à rendre un propos fort sur la maternité assez clair pour un spectateur qui se retrouve un peu perdu finalement. Un spectateur qui reste beaucoup trop dubitatif à la sortie de la salle, alors que pourtant, je reste sur le fait que les actrices de ce film sont une valeur tellement sûre qu'elles arrivent à sauver une bonne partie du métrage. Lorsque l'on veut créer une expérience de 7e art, il faut absolument savoir sur le bout des doigts chacun des éléments de compréhension et des outils qui forment une grande œuvre de cinéma. Qui risque d'avoir énormément de mal à obtenir une reconnaissance, même auprès d'un certain public, tant l'auteur livre ici un métrage qui est une vraie proposition de cinéma, une œuvre aussi dense que folle, un métrage aussi abrupt que captivant. En un sens, et c'est en cela que le métrage est juste, il s'agit d'une vraie proposition de 7e art, qui ne manque pas de panache, de tact, ou en tout cas, peut-être simplement de justesse et de finesse, pour être un fort et intense moment de cinéma qui nous hante après la sortie de la salle. Et tant pis pour les quelques longueurs et l'authorisme un peu pompeux que le cinéaste roumain va absolument mettre en avant, le tout est beaucoup trop intense et la fin trop saisissante pour passer à côté d'une œuvre brillante. Et je me dis que le mois de juillet risque de pas être mieux au vu des nombreuses sorties qu'il va y avoir. Mais tout de même, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.